Rebonjour. Voilà, cette fois, je vais passer à un peu de philosophie, parce que j'avais dit que je le ferais, et parce que je crois que il me semble que c'est important de parler notamment de la philosophie et de sa relation à la bioéthique, parce que en général, les philosophes, les professeurs qui sont chargés euh, de proposer des sujets pour le bac peuvent être inspirés, peuvent s'inspirer de l'actualité. Comme on a une actualité extrêmement lourde sur la question de, aujourd'hui de la médecine et de la bioéthique, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose que de rappeler un certain nombre de choses. La première chose, ce que je vais faire, c'est d'abord rappeler les différentes morales qui existent, les différents types de morale ou d'éthique qui existent, et ensuite passer à un petit exposé sur les trois niveaux du jugement médical dans un livre, Le Juste 2, de Paul Ricoeur, ici aux éditions Esprit, sorti en 2001. Dans le Juste 1, il avait mis en rapport l'idée de justice comme règle morale, et il avait interrogé la justice en tant qu'institution. Et dans le deuxième, il y a des conférences, et notamment une conférence sur l'autorité, une conférence sur le paradigme de la traduction, et une réflexion, une conférence de 1997, prononcée en Allemagne, sur les trois niveaux du jugement médical. Avant ça, et parce que ça va être un peu compliqué, et à mon avis, là, si vous êtes en terminale, il va falloir s'accrocher un petit peu à la rambarde parce que ça va secouer. C'est pas évident, hein, le texte de Ricoeur, mais je vais essayer de justement de revenir un petit peu en arrière et vous rappeler, par exemple, que les sciences étudient les faits, hein, c'est-à-dire ce qui est, euh, mais la question de la valeur, c'est-à-dire ce qui doit être fait, bref, la science, la question du bien et du mal leur échappe pour l'essentiel, et loin de supprimer la question morale, les sciences et la technique amènent à poser aujourd'hui euh, un nouveau regard sur le pouvoir que nous avons sur la vie, parce qu'il est tel qu'on est conduit aujourd'hui à s'interroger sur les critères de discernement pour notre action en matière médicale, parce que, par exemple, c'est pas parce que quelque chose est techniquement possible qu'il est forcément humainement souhaitable. Voilà, ça une des premières choses. Et ensuite, il y a aussi toute l'interrogation liée à la pratique médicale elle-même, c'est-à-dire, par exemple, un certain nombre de choix qui doivent être faits. Et aujourd'hui, les médecins sont confrontés directement à la question du choix, notamment lorsque, par exemple, il s'agit de savoir est-ce que sur deux personnes intubées, laquelle on doit laisser sous respirateur artificiel quand on n'en a pas assez. Est-ce qu'on laisse le plus vieux? Est-ce qu'on laisse le plus jeune? Est-ce qu'on laisse le père de famille? Est-ce qu'on laisse, etc. Voilà, c'est très compliqué et aujourd'hui les médecins sont confrontés directement à ça. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de la difficulté de physique de voir ce qui se passe aujourd'hui, ils ont aussi des choix très lourds à prendre. Et il faut repartir avec ça, ces choix après. Et ça, c'est vraiment très très dur, très complexe. Donc je vais revenir juste rapidement sur les, la différence entre les morales qu'on appelle déontologiques et axiologiques, on pourrait dire aussi prudentielles, euh, et sont deux manières différentes en définitive de répondre à la question que dois-je faire et comment dois-je agir. En gros, elles correspondent schématiquement à deux grandes traditions de la philosophie morale. Alors la première euh, tradition se consacre de manière privilégiée à la recherche des règles permettant aux hommes de coexister en se respectant mutuellement. Donc elle s'interroge donc sur les normes
que les hommes doivent respecter lorsqu'il s'agit de leurs actions. Agir moralement, donc, pour le déontologue, c'est agir conformément au devoir moral. Vous reconnaissez la morale kantienne, là. C'est pourquoi les philosophes moraux appartiennent, qui appartiennent à cette tradition sont qualifiés de déontologiques, sachant que déon, en grec, veut dire devoir. Et cette tradition, donc, comprend la morale comme la prescription d'une loi ou d'un ensemble de lois impératives, c'est-à-dire que les normes morales s'imposent à nous, qu'on le veuille ou pas. La morale est une contrainte pour notre volonté. Nous ne respectons pas naturellement la loi morale. C'est pourquoi les morales déontologiques sont appelées impératives. Ensuite, ce qui est premier donc pour ces morales-là, c'est la loi. Le moral, c'est ce qui est juste. L'action juste en tant que conforme à la loi. Par conséquent, on peut aisément deviner que cette tradition sera très importante en philosophie politique. Kant, comme j'ai dit tout à l'heure, est la référence de cette tradition, bien que, comme on le verra plus tard, sa morale contienne de nombreux éléments qui relèvent aussi d'un deuxième type de morale. Voilà. Et donc, vous avez une deuxième tradition, appelée axiologique, qui remonte au premier philosophe grec, et qui demeure toujours vivante aujourd'hui. Et pour elle, le fondement de la morale ne réside pas dans l'affirmation de la loi, mais dans la connaissance d'un état jugé parfaitement bon, auquel il faut tendre. C'est dire à quel point c'est différent. Le concept central de ces philosophies, c'est donc pas le juste, mais c'est le bien. Et ces morales se placent au centre de la réflexion, la question de la vie bonne. Elles jugent la valeur morale d'une action en fonction de sa conformité à un idéal de vie réussie. Là, on reconnaît une tradition de la philosophie qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas académique. Voilà. Elle comprend les œuvres, par exemple, de Michel Foucault, les œuvres de Pierre Hadot, voilà, et évidemment, en droite lignée d'Aristote et d'un certain nombre de philosophes de la Grèce antique. Cette morale axiologique se caractérise par le fait qu'elle considère que la fin vers laquelle on doit tendre, la fin vers laquelle doit tendre l'action humaine, est un état de perfection subjective. Le bien est donc un idéal que l'agent doit atteindre et qu'il doit s'efforcer d'être, d'incarner. Et ces morales décrivent la personne que l'agent doit être, les qualités qu'il doit posséder, les valeurs dont il doit faire preuve. Voilà, c'est donc des morales dites axiologiques, du grec axios, qui signifie ce qui a de la valeur. Alors, cet idéal moral n'est pas considéré comme opposé à la nature humaine. Au contraire, d'ailleurs, ces morales appartiennent à une tradition qui estime que c'est en parvenant à se conformer à un idéal que l'homme pourra réaliser sa nature, s'épanouira, réussira sa vie. Donc du coup, ces morales axiologiques identifient le bien et le bonheur. Je vais très vite, mais encore une fois, vous pouvez faire des pauses. Et les morales déontologiques ont plus de mal à justifier que l'homme agisse moralement. L'identification du bien et du bonheur, ça permet aux morales axiologiques d'affirmer que l'homme souhaite agir moralement puisqu'il est naturellement attiré par le bonheur. Et voilà. C'est pourquoi elles sont dites souvent
des morales attractives plutôt que ce qu'on a dit tout à l'heure, des morales impératives. Voilà, je pense que... Alors, évidemment, il faut ajouter à ça un troisième type de morale, parce que, si vous voulez, là, les morales déontologiques et axiologiques, elles ont quand même quelque chose en commun, c'est que ce sont des éthiques qu'on appelle des éthiques de la conviction, pour reprendre un terme weberien, du sociologue allemand Max Weber. La- la- L'homme qui suit une morale déontologique agit en essayant de respecter des normes dont il a la conviction qu'elles sont justes, tandis que l'agent qui agit selon une morale axiologique essaye d'honorer des valeurs dont il a la conviction qu'elles sont celles dont il doit faire preuve pour mener une vie bonne. Voilà, c'est ça, c'est la grande différence entre les deux, mais la morale d'une action est donc dépendante de certains principes que l'agent doit suivre en toutes circonstances. Or, on a pu objecter à ces morales, ces philosophies morales, qu'elles pouvaient parfois mener à des situations injustifiables. On a reproché à Kant, par exemple, de vouloir euh, euh, d'obliger chacun à dire tout le temps la vérité. Or, le problème, c'est que si vous êtes obligé de dire toujours la vérité, si vous êtes devant un assassin qui vous demande où se cache sa victime, vous êtes obligé de lui dire. Donc voilà, il dit, bah, non, on a, euh, on atteint là une certaine forme d'absurdité. Euh, voilà. Donc il y a un troisième type de morale euh, qui est apparu du coup, qui est une tradition conséquentialiste. Conséquentialiste qui est une morale, elle, de la responsabilité. La moralité d'une action se situe, doit être évaluée en fonction des conséquences. C'est l'opposé du dogmatisme. On pourrait dire que les éthiques de la conviction suivent des principes abstraits sans forcément tenir compte des circonstances concrètes de l'action. Il s'agirait d'être du coup plus pragmatique et de choisir son action en fonction des effets euh, qu'elle va produire dans une situation donnée. Et l'essentiel pour cette morale conséquentialiste, n'est pas de savoir si on a menti ou pas, mais si en agissant, nous aurions pu éviter qu'un meurtre soit commis, ou, etc., ou qu'un mal soit fait. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, euh, selon une célèbre distinction de Max Weber, les morales conséquentialistes se veulent aussi des éthiques de la responsabilité plutôt que des éthiques de la conviction. Euh, les morales conséquentialistes voient dans l'action un moyen de réaliser une fin qui est indépendante de l'acte lui-même. D'ailleurs, lorsque l'on dit la fin justifie les moyens, euh, ça illustre bien les morales conséquentialistes, puisque la moralité de l'action est complètement déterminée par son efficacité, c'est-à-dire sa capacité à contribuer à la réalisation de la fin visée. Les morales axiologiques considéraient que l'action devait tendre vers une fin, euh, et vous avez ce terme grec, télos, euh, qui joue d'ailleurs un rôle assez important dans la morale aristotélicienne, puisque le bonheur subjectif est conçu comme la fin de toutes les actions. Euh, donc Aristote est considéré comme le père d'une tradition morale qu'on a qualifiée de téléologique, en s'appuyant sur le verbe sur télos en grec, qui signifie donc le but. Et évidemment, si la notion de téléologie trouve son origine chez Aristote, cet usage peut prêter à confusion, parce que les morales axiologiques et les morales conséquentialistes sont articulées autour de la notion de fin, mais elle lui donne une signification différente. Il faut bien les distinguer du coup. Voilà. Le but ou la fin auquel aspire une morale axiologique consiste en un idéal subjectif de vie bonne.
auquel il faut correspondre le plus possible. Donc l'agent il doit agir autant qu'il le peut, de manière dont il agirait s'il parvenait à être parfait. Voilà. Donc la visée, si vous voulez, de ces morales, c'est de répondre toujours à la question que dois-je faire? Euh, Passons maintenant à l'exposé sur les 3 niveaux du jugement médical. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, euh, sachant que euh, donc cette conférence a été prononcée qui s'intitule Les 3 niveaux du jugement médical et que vous trouvez à partir de la page 227 du Juste 2 en Allemagne, donc prenez ça en Allemagne en octobre 1997 et portait sur des questions éthiques que soulève l'étude du vivant, hein, branche spécifiquement humaine de la bioéthique dont je parlais en introduction. Et celle-ci se distingue de la recherche sur le biologique en ceci qu'elle est une orientation thérapeutique, c'est-à-dire visant à soigner des malades, dans le contexte d'une pratique clinique. Et Ricoeur distingue entre plusieurs niveaux d'actes de jugement concernant cette orientation particulière de la bioéthique, et là on va retrouver ce que je disais en introduction. D'abord, le jugement prudentiel, dont l'étymologie remonte au latin prudentia, lui-même traduit du grec phronésis. On trouve cette notion de phronésis chez Aristote, encore une fois, et plus précisément au livre 6 de l'éthique à Nicomaque. Je vous rappelle que les textes grecs sont numérotés, donc vous pourrez trouver cette notion pour la première fois définie dans 1140a et 1140b. Dans le livre 3 de l'éthique à Nicomaque, Aristote a accordé une grande importance au modèle moyen-fin, mais il ne recouvre que la techné, hein, c'est T-E-K-H-N-E, c'est-à-dire la relation purement instrumentale entre intention et délibération. Au contraire, au livre 6, il va donner une définition de la délibération plus complexe. C'est le chemin précisément de la phronésis, P-H-R-O-N-E-S-I-S, ou sagesse pratique, par le raisonnement. La pratique, qu'il appelle praxis, qui regroupe les métiers, les jeux, les arts, a recours aux étalons d'excellence, donnant sens à l'idée de bien immanent à la pratique. Dans la médecine moderne, nous dit Ricoeur, le jugement prudentiel, ou la faculté de jugement est, je cite, appliquée à des situations singulières où un patient individuel est placé dans une relation interpersonnelle avec un médecin individuel. Deuxièmement, Ricoeur distingue le niveau déontologique, dont on parlait tout à l'heure, qui concerne l'ensemble des normes, qui contiennent les codes médicaux, les codes de la médecine, et enfin, les jugements réflexifs de la bioéthique. Ricoeur va partir de ces 3 niveaux et proposer 3 thèses. D'abord, la dimension éthique de la pratique médicale procède du niveau de la faculté de jugement en jeu dans la notion de phronésis. Et d'une. Ensuite, ce postulat étant admis, il n'en reste pas moins que le niveau déontologique apporte une exigence d'universalité des maximes prudentielles qui leur donne une dimension critique. On retrouve donc la morale déontologique. Et enfin, c'est au niveau réflexif que l'interrogation philosophique va rejoindre la dimension anthropologique dans le questionnement sur la vie ou la mort. Un petit instant, je réponds à une question de mon fils. Donc, Ricoeur parle
du pacte de confiance d'abord. Comme il intervient sur la souffrance humaine, le médecin est confronté à une multitude de pathologies particulières, qui sont toutes différentes les unes des autres, dans leurs manifestations, elles sont toutes singulières, mais elles sont semblables tout de même du seul point de vue de la connaissance. Le médecin est directement confronté à la souffrance dont Ricoeur dit qu'elle est, je cite, avec la jouissance, la retraite ultime de la singularité. Voilà. Phrase qui pourrait être développée, qui pourrait même faire l'objet d'une dissertation. L'orientation téléologique hein, de la pratique clinique provient de l'espoir de guérison que celle-ci porte, naturellement, en elle, comme espoir de faire cesser une affection et une désorganisation du processus vital. L'acte médical est donc, en ce qu'il concerne des jugements prudentiels, est structurellement d'ordre relationnel, interpersonnel. Ricoeur situe ce qu'il appelle le noyau éthique de l'acte médical dans la rencontre toujours unique entre un patient qui se plaint d'un mal par ses symptômes, quand il le peut, et l'explication qu'il donne de celui-ci. Et le médecin qui formule un diagnostic et prescrit le monde. Une opposition, enfin, en tout cas une rencontre. Entre la promesse du patient de suivre la prescription et l'engagement du médecin à le suivre dans l'évolution de ses symptômes, se lie ce que Ricoeur appelle, je cite, un pacte de soins basé sur la confiance. Et qui repose sur un acte de langage qui fait disparaître la nature pourtant dissymétrique d'un rapport entre celui qui ne sait pas et qui souffre, et celui qui a la connaissance et qui soigne. Or, nous dit Ricoeur, cette alliance est fragile. Et c'est cette fragilité qui est l'explication de la nécessaire transition du plan prudentiel au plan déontologique. Parce que d'un côté, le patient reste prisonnier de la dimension surnaturelle de sa demande de survie, ou même éventuellement d'immortalité, pourquoi pas, et de sa méfiance à l'égard de la toute-puissance du savant. Et de l'autre, le médecin peut se laisser aller à objectiver le corps de son patient dans une vue biomédicale, ou à rattacher autrement la maladie de son patient à un phénomène général de santé publique. Cependant, ajoute Ricoeur, c'est de ce point de vue du jugement prudentiel que proviennent les normes, car si, comme on l'a vu chez Aristote, il concerne un art, celui-ci émet toutefois naturellement un certain nombre de préceptes. Et le premier de ceux-ci, c'est celui d'insubstituabilité, c'est-à-dire de la reconnaissance du caractère unique de chaque patient. Et le second concerne l'indivisibilité de la personne, c'est-à-dire l'irréductibilité d'un patient à ses pathologies organiques et l'affirmation de son humanité dans l'articulation du biologique, du psychologique et du social. Et le troisième concerne l'estime de soi, qui est mise à mal par le caractère ingrat, voire parfois, pourquoi pas, offensant de la situation d'un patient hospitalisé. Ainsi réapparaît là, brutalement, la dissymétrie originelle de la relation patient-soignant, dans la dépendance du souffrant à l'égard du personnel médical dont les comportements potentiellement offensants reposent sur une certaine forme de trivialité, et cette rupture, du coup, peut être apaisée par la réaffirmation de l'estime de soi du patient dans son intégration au processus de servant des soins pratiqués, ce qui n'est pas encore du respect au sens auquel on l'entend, dans le niveau déontologique, mais qui correspond quand même à ce que Ricoeur appelle un fond éthique de ce que l'on appelle couramment la dignité. Alors là, évidemment, on n'est pas dans la situation dont on parlait tout à l'heure. Hein. On n'est pas dans la situation là du virus, du coronavirus. On est dans la situation dans laquelle un patient a une relation interpersonnelle avec un médecin. Je poursuivrai ensuite en parlant, en analysant ce que Ricoeur disait du contrat médical,
voilà, et pour en finir demain. Voilà, merci, bonne soirée.